Cette semaine, le nombre de décès sur les routes au Québec a diminué l'an passé. Plusieurs milliers de dollars investis dans l'Anaudière pour contrer la violence et consultation publique sur les plans d'aménagement forestier dans Matawini. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 18 mars 2024. La Sûreté du Québec rend public aujourd'hui son bilan annuel en matière de sécurité routière, incluant le nombre de collisions mortelles et de décès survenus au cours de l'année 2023 sur les territoires qu'elle dessert. Bien que chaque décès en soit un de trop, la Sûreté du Québec est heureuse de voir une amélioration du bilan routier en comparaison avec celui de l'an dernier. Si l'on regarde le tableau affiché présentement à l'écran, on constate qu'effectivement, il y a eu moins de décès en 2023 comparativement à 2022. Pour ce qui est de la Mauricie-Lanaudière, eh bien, en 2022, ce sont 45 collisions mortelles qui avaient été recensées par la SQ. En 2023, 6 collisions mortelles de moins seraient survenues. Ce bilan démontre encore cette année que les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse à 31 % des collisions, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue à 16 % et l'inattention ou la distraction à 9 %. Ces principales causes nous rappellent que le comportement humain est à l'origine d'une majorité de collisions mortelles et avec blessés graves. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l'adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s'avèrent donc essentielles pour diminuer le nombre de collisions routières. Soulignons par ailleurs que près de 20 % des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité. Cette situation représente une préoccupation pour la Sûreté et ses partenaires impliqués dans la stratégie en sécurité routière. En plus, cette semaine, eh bien, c'est la Semaine internationale de la courtoisie au volant. Depuis 2008, la Journée de la courtoisie au volant est devenue une semaine entière. Et en 2023, pour la 25e édition, eh bien, les dates retenues vont du 18 au 23 mars. Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. La Semaine de la courtoisie au volant rassemble des gens soucieux d'améliorer le comportement sur la route et dans les villes, et aussi d'instaurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers, soit les automobilistes, les piétons et les deux roues. Plusieurs milliers de dollars ont été accordés dans l'Anaudière par la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, pour lutter contre la violence et aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. À Saint-Gabriel, eh bien, c'est l'organisme Cible Famille Brandon qui recevra plus de 61 500 $ pour soutenir ce projet d'égalité entre les femmes et les hommes. Pour en savoir un peu plus à propos de ce projet intitulé « Coéquipier dès le départ », dont le chargé de projet est M. Francis Coutu, doctorant en psychologie, eh bien, moi, j'ai rencontré Mme Nathalie Patry, coordonnatrice du projet. On l'écoute. C'est un projet, un appel de projet qu'on a reçu du Secrétariat pour la condition féminine dans le cadre du plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le projet vise à soutenir des initiatives qui vont permettre un meilleur partage des tâches au niveau des pères et des mères dans la période périnatale. Il y a des objectifs plus précis, là. En fait, on va sensibiliser les pères et les mères aux avantages du partage des tâches. On va aussi créer des outils qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre des ateliers prénatals. Et on va rencontrer aussi des partenaires, des intervenantes pour les former à utiliser ces outils-là dans leur organisme. Et quand vous parlez d'outils, ça va être quoi exactement ces outils-là? C'est une trousse que j'ai entendu dire? Oui, en fait, c'est une trousse. Il va y avoir toutes sortes de matériel, là, soit des affiches, des quiz, des exercices à distribuer aux parents. Ce qu'on souhaite faire, c'est des outils de sensibilisation sur les avantages du partage des tâches, des outils d'information aussi. En fait, c'est du matériel qu'on va utiliser dans nos ateliers à nous.
puis que, comme je vous ai dit, on va distribuer à travers le Québec à différents intervenants qui vont pouvoir faire la même chose dans leur organisme. Donc, c'est distribué seulement qu'aux intervenants, les parents et tout. Est-ce qu'ils vont avoir accès à cette trousse-là? En fait, c'est les parties de la trousse que les parents vont avoir accès. Le matériel, en fait, il est comme en 3 volets, là. Il y a les outils qu'on va utiliser aux parents, donc on va leur distribuer. C'est comme un petit exercice à faire, une infographie avec des informations sur les avantages. Les parents vont aussi... Bien, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va commencer par faire un sondage auprès des parents pour connaître c'est quoi leur truc à eux. C'est dans quoi qu'ils sont bons pour le partage des tâches et des responsabilités, pour aussi aller voir c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui accroche pour qu'on les aide à créer ce matériel-là pour les aider. Fait qu'on va avoir comme c'est ça, quelques parents, un groupe cible pour bâtir la trousse, puis ensuite, ça va être utilisé, diffusé à tous les parents là, qui vont vouloir participer aux ateliers. Donc, les ateliers, ils vont être offerts aux familles de Dautré. Bien sûr, la trousse, elle va être distribuée plus largement. Donc, voilà. Et pourquoi on est arrivé à décider de faire ce genre de projet-là? C'est parce qu'on s'est rendu compte que entre les hommes et les femmes, là, ça marchait pas trop. D'où vient l'idée de ce projet-là? Je vous dirais d'abord que ça a beaucoup changé, hein, le rôle du père et de la mère. Là. Vous savez, là, autrefois, le père était pourvoyeur. Maintenant, les 2 parents sont sur le marché du travail. Il y a un meilleur partage des tâches, mais il y a encore une équité. Je pourrais vous donner des petites statistiques. En fait, un sondage qui a été fait par le Regroupement pour la valorisation sur la paternité, qui s'appelle le sondage sur la coparentalité, 76 des parents se disaient quand même très satisfaits du partage des tâches. Très satisfaits, puis ils disaient qu'ils faisaient équipe pour les enfants. Okay. Ensuite, il y a 75 des pères qui disaient que le partage des tâches était équitable. Donc, il y a un pourcentage de pères qui trouvent que ce n'est pas équitable. Il y avait 53 des mères qui disaient aussi que le partage des tâches était équitable. Donc, il y a un grand pourcentage de mères qui trouvent que ce n'est pas encore équitable. Voilà, ça sort de ça, les besoins. Okay. Au niveau du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, que les parents prennent là, lorsqu'ils ont un enfant, il y a juste 26,9 des couples qui partagent les semaines parentales. Ça veut dire que c'est encore beaucoup les mères qui restent à la maison, donc ce qui fait en sorte qu'ils assument beaucoup les tâches liées à la venue d'un enfant et ça crée une grande inéquité. Et en même temps, ça garde la charge mentale sur les épaules de la maman. Fait qu'avec un meilleur partage des tâches, puis nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est des outils pour que les parents puissent communiquer ensemble. Des fois, les tâches, on ne peut pas les mettre égales à 100% parce qu'un fait plus d'heures au boulot que l'autre. Mais si on se parle, si on se mentionne nos besoins, alors là, il va y avoir une plus grande satisfaction de ce qui est partagé, même si ce n'est pas partagé 50-50. Vous avez fait un projet similaire en 2021, n'est-ce pas? Oui, en fait, en 2021, on a fait la trousse au cœur de la coparentalité au cœur de la périnatalité. C'était une trousse qui s'adressait aux intervenants qui animent des rencontres prénatales afin de mieux inclure les papas dans les rencontres prénatales. On sait que le monde de la grossesse, de la périnatalité, c'est beaucoup les femmes qui sont interpellées parce que c'est maman qui a le bébé. Les coprénataux s'adressent à comment va se passer l'accouchement. À l'hôpital, tout est centré sur la maman. Mais plus le papa s'implique tôt, plus le papa va s'impliquer aussi après. Donc, c'est important pour nous d'avoir cet outil-là puis de former d'autres intervenants. Puis nous-mêmes, on a du matériel là-dedans qui nous permet d'animer nos rencontres prénatales afin d'être plus inclusifs pour les papas. Donc, le projet qu'on fait maintenant, c'est un peu la continuité de ce projet-là, dans le sens qu'on veut encore plus outiller les parents face au partage équitable des tâches, au partage des responsabilités en lien avec la périnatalité. Et quand prévoit-on que cette pochette d'informations va être disponible? Alors, nous, notre calendrier est déjà commencé. On prévoit que les outils vont être imprimés d'ici l'automne, septembre. On souhaite commencer les ateliers avec les parents dès l'automne. Donc, il va y avoir une rencontre en prénatal, donc avec des futurs parents sur le sujet du partage des tâches et des responsabilités pour qu'ils se préparent à l'arrivée de l'enfant. Il va y avoir une rencontre aussi en postnatal avec de nouveaux parents. Ces ateliers-là vont rouler dans l'année à raison de peut-être 4 à 6 reprises. Puis ils s'ajoutent déjà à l'offre de rencontre prénatale qu'on a déjà à Cible Famille Brandon. Puis après ça, la trousse, elle, on va commencer à la distribuer et à faire de la formation aux intervenants à partir de 2025, février 2025. Puis ça va se terminer en mars 2026.
Ben, merci beaucoup pour ces informations, puis on vous souhaite bonne chance dans ce projet-là. Merci beaucoup. Du côté de Joliette, l'organisme Au cœur de l'île s'est vu octroyer 150 000 pour lutter contre la violence. Le projet consiste à la création d'une pochette d'information à l'attention des proches d'auteurs de comportements violents. On veut les outiller sur les ressources à leur disposition et pour les soutenir à demander de l'aide. Madame Chloé Champeau, directrice de l'organisme, nous donne plus de détails concernant ce projet. Madame Champeau, bonjour. Bonjour. L'organisme Au cœur de l'île, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc, Au cœur de l'île, c'est un organisme communautaire autonome. On dessert l'ensemble de la région de la Nodière. On a 3 points de service, un à Joliette, un à Repentigny, puis un à Mascouche. Puis notre mission, en fait, c'est d'accueillir et d'accompagner dans une démarche de responsabilisation et de changement des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial principalement. Est-ce que ça s'adresse seulement aux hommes ou autant aux hommes qu'aux femmes? C'est pour ça que j'ai parlé de personnes auteurs de comportements violents. À la base, Au cœur de l'île est un organisme spécifique homme. Évidemment que la majorité de notre clientèle est masculine, largement en fait. Mais depuis 2010, on a un programme destiné aux femmes. Donc, on a un seul groupe de femmes. C'est environ 10% de notre clientèle. Donc, c'est assez marginal. Ça va être souvent des femmes qui nous sont référées par le DPJ, notamment parce qu'on traite autant de la violence conjugale que de la violence familiale. Dernièrement, on a su que Mme Caroline Proulx, la députée de Berthier, vous avez offert une aide financière de 150 000 pour justement un projet de sensibilisation pour lutter contre la violence conjugale. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, mais en fait, c'est un projet de trousse d'informations destiné aux proches des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. Euh, Ce qu'on a constaté, c'est que chaque année, on reçoit de nombreux appels de proches de personnes auteurs de comportements violents, un parent, un frère, une sœur qui souhaitent obtenir de l'information, parfois du soutien. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet du secrétariat à la condition féminine là, pour sensibiliser à la violence conjugale. Puis, ce qui est vraiment super stimulant dans ce projet-là, c'est qu'il va être fait en concertation, notamment avec la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, la maison La Traverse, mais également l'organisme La Lueur du Phare, qui offre de l'accompagnement pour les proches des personnes qui vivent un enjeu de santé mentale. Fait qu'on croit que cette combinaison-là d'expertise puis d'approche va permettre de développer une trousse d'outils adaptés là, aux besoins. Et quand vous parlez que les gens ont besoin, les proches ont besoin d'aide, quel genre d'aide à peu près on parle ici? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, c'est souvent des questions autour de qu'est-ce que notre service peut offrir à leurs proches. Parfois aussi, ils se demandent comment les accompagner vers les ressources. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que les proches ne doivent pas être les intervenants de leurs proches. Tu sais, ils doivent aussi prendre soin d'eux. Fait qu'on décèle ça notamment là, quand ils viennent demander des informations dans nos services. C'est sûr que nous, notre projet, en fait, il vise vraiment à développer une trousse d'informations et de sensibilisation. Donc ça, c'est important. On ne souhaite pas développer, pour le moment, en tout cas du moins, des services destinés à les accompagner, mais au moins pouvoir les référer vers les bonnes ressources pour eux qui puissent bénéficier d'aide, parce que c'est pas toujours évident. Aussi parfois si la personne proche est également en contact avec la personne victime ou les victimes, hein, parce que parfois il y a les enfants également qui sont euh, dans le portrait. Donc, dans cette optique-là, qu'ils soient bien informés également des ressources pour les victimes, puis pour les auteurs également, parce que parfois, laisser traîner un dépliant, ça peut faire une certaine différence. Fait que c'est ce qu'on constate. Effectivement. Vous parlez d'une pochette d'informations. Quand prévoit-on que cette pochette-là va être disponible?
Bien, en fait, le projet est financé sur 2 ans. Donc, nous, on prévoit le déploiement de la pochette en 2025-2026. Puis, ça va me faire plaisir là, de revenir vous en parler lorsqu'elle sera prête. Effectivement, c'est sûr qu'on va revenir. Dites-nous, cette pochette-là, est-ce qu'elle va être disponible seulement que chez l'organisme au cœur de l'île? On va la retrouver un petit peu partout. Ben, notre projet, on veut vraiment qu'il soit fait en concertation. C'est pour ça qu'on a été chercher aussi des partenaires comme la Maison La Traverse, la Lueur du Phare. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se greffer en cours de route. On veut vraiment diffuser auprès des partenaires de la région de la Naudière et idéalement, oui, du grand public par des entrevues télé, radio communautaire et tout. Les points de chute vont être à déterminer. C'est sûr que la personne va rentrer en poste en avril là, pour piloter le projet. Donc, on va déterminer où on va pouvoir donner des pochettes physiques, mais la trousse va être assurément disponible sur notre site Internet. Donc, je vous invite là, à taper au cœur de l'île sur Google, puis vous allez trouver facilement. Merveilleux, ce qui veut dire que les gens qui sont à l'extérieur de la Naudière peuvent avoir accès aussi à cette information-là. Assurément, c'est simplement que le projet est régional. Nous, on est mandat régional. Donc, notre stratégie de diffusion va évidemment être pour la population de la Naudière et les partenaires. Mais évidemment que si ça peut bénéficier à un plus large public, ça va être disponible pour tous. Puis, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient à travers le Québec. Fait qu'on est très ouvert à partager lorsque ce sera concrétisé, évidemment. Effectivement. Madame Champeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer en quoi concernait ce projet-là. Et c'est sûr qu'on va revenir vous voir une fois que le projet va être complété. Ça va être avec plaisir. Merci, M. Birbé. Merci, bonne journée. La MRC de Matawini tient à informer la population de la tenue d'une consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégrés opérationnels. Les principaux travaux forestiers prévus incluent de la coupe de bois, de la préparation de terrain, de la plantation et du débroussaillage. Il y aura également des travaux de construction et d'amélioration des chemins. Ces travaux se dérouleront sur le territoire de plusieurs municipalités, dont Saint-Michel-des-Saints, Saint-Côme, Saint-Donat, Saint-Damien et Notre-Dame-la-Merci, ainsi que sur différents territoires fauniques et parcs régionaux, incluant le parc régional de la Forêt-Waro et le parc régional du Lac-Taureau. On rappelle que la présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de reviser l'affectation du territoire public, ni les droits qui y sont consentis. Le ministère souhaite échanger avec les utilisateurs de la forêt sur leurs intérêts et leurs préoccupations en lien avec les activités forestières planifiées. Le public est donc invité à assister à une séance d'information qui aura lieu le mercredi 27 mars de 14h à 19h au 350 rue principale à Saint-Émilie-de-l'Énergie. La tournée des municipalités se poursuit et cette semaine, j'ai fait un petit arrêt du côté de Saint-Ambroise de Kildare pour aller rencontrer M. le maire, qui, lui aussi, est loin de chômer avec tous ses projets en cours. On l'écoute. Monsieur Michel Dupuis, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Alors, on fait le tour de la tournée des régions pour connaître ce qui se passe un petit peu, pour savoir, pour informer les citoyens. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé de beau ici en 2023? En 2023, on a eu beaucoup de... C'était une grosse année parce que c'était notre refonte réglementaire en urbanisme qui datait de 1991 la dernière fois. Fait que ça faisait comme au-dessus de 30 ans. Fait que c'était beaucoup de travail. On avait engagé une firme en même temps pour nous aider, l'atelier urbain. Mais on a eu beaucoup de réunions, de décisions à prendre, puis de discussions avant d'en arriver à une entente, puis qu'on finalise nos règlements pour l'année passée. Fait que c'est toujours très long. C'était une grosse année, oui. C'était une grosse... Ensuite, on a eu l'aménagement, on parle du chalet des loisirs ici en arrière. On a refait ça, c'est notre terrain principal. Là. On a la patinoire, le terrain de balle, le terrain de tennis, un sentier pédestre en arrière, dans le bois. On a fait de la réfection de la surface du terrain de tennis. Puis, on incorpore aussi le lignage pour le pickleball, qui est un nouveau sport qui
qui vient des États-Unis, de la Floride, comme on dit, là, pas mal, puis mais qui est rendu bien populaire. Oui, on a vu ça dans bien des régions. Oui, hein, bon, fait que là, nous autres, en refaisant notre surface, bien, on incorpore le lignage pour pouvoir, que le monde va pouvoir s'adonner à pouvoir. Parce que là, en ce moment, ils jouaient sur la patinoire. Notre patinoire est asphaltée. Elle n'est pas couverte, mais elle est asphaltée, avec le monde allait jouer sur ça. Mais là, ils seront bien contents de voir qu'on va les incorporer sur notre terre de tennis. Belle initiative de la ville. Oui. Ensuite, on a la réalisation d'une piste cyclable qui rejoint 2 périmètres urbains. Ça, c'est un gros projet c'est un projet de 3 800 000. Wow. On a eu quand même une bonne subvention du gouvernement de 1 450 000. En plus, on a pris un montant dans la tech, dans notre tech, qui est un autre programme budgétaire. Ensuite, on a eu une belle subvention de la Caisse populaire de 120 000. Ensuite, on avait mis de l'argent de côté pour ça, mais tout ça pour dire que ça faisait longtemps que ça nous était demandé, ça. Parce que, en fait, nous autres, on a le village ici, puis ensuite, on a les avenues qui sont un peu plus loin, mais la 343, elle passe entre les deux. Okay. Elle passe entre ça, puis le monde des avenues ne pouvait pas venir au village sécuritairement, en famille ou quelque chose. Fait que, tu sais, là, on s'est arrangé. Ça fait. Moi, j'ai rentré ici en 97, puis depuis la première année qu'on essaie de regarder des avenues pour amener la piste cyclable au village, puis la celle qui était la plus sécuritaire, c'est celle-là. C'était peut-être pas la moins chère, mais c'est la plus sécuritaire. Fait que ça a été fait l'année dernière, oui, ça? Okay, mais elle va être finalisée cette année. Ah, OK. Parce que là, on s'est fait prendre l'an dernier par la température, en tout cas. Fait que c'est pour ça que ça l'a quand même... mais c'est ça. Ça, c'est un de nos gros projets qui va se terminer cette année. On va finaliser pour pouvoir l'inaugurer en même temps. OK. Ensuite, on a fait de la réfection de 9 voies de circulation dans la municipalité l'année passée. On a finalisé ça. On les avait commencés l'année d'avant, mais l'année passée, on les a finalisés. Il y a des chemins qu'on a refait à grandeur, puis toute la grosse structure. Puis, fait que, on s'occupe de nos chemins qu'on fait toutes les années. Mais l'année passée, on en avait quand même pas mal. On a mis aussi en fonction un nouveau puits qu'on a fait creuser, puis qui est de meilleure qualité, puis qui est plus performant pour l'aqueduc du village. OK. Parce qu'on achète de l'eau de Saint-Charles-Borromée pour alimenter les avenues là-bas. Fait qu'ici, on voulait avoir de quoi qui... Fait que, en faisant creuser ce puits-là, qui a été mis en fonction de l'année passée, comme je vous dis, puis plus performant, puis de meilleure qualité. Fait que c'est de bon augure pour ça. Puis ce qui s'en vient pour 2024, j'imagine que c'est aussi occupé. Oui. Là, comme je vous disais tantôt, c'est le parachèvement de la piste cyclable puis l'inauguration. Ensuite, on va avoir la réalisation d'une piste pomme-track au Chalet des Loisirs. Une piste pomme-track, c'est encore ça, c'est une nouvelle mode. Ça va chercher beaucoup les ados. Okay. Il y en a un peu partout. Il y en a à Saint-Michel, Sainte-Béatrix, à Saint-Thomas. Là, je nomme ceux-là parce que je sais où ce qu'il y a. Puis c'est la grosse mode pour les ados. Là. Ça, c'est un genre de tracé qui est fait en asphalte, mais c'est plein de buttes, puis de courbes, puis tout ça. Puis ils font ça en planche à roulettes, puis en skate, puis tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est la mode, là. Oui, puis c'est bien de s'occuper de nos ados, hein? Oui, parce qu'il faut les occuper, oui. Oui, puis on cherche tout le temps quelque chose pour aller les rejoindre. Oui. Ça, en tout cas, à date, là, où ce qu'il y en a, là, ça rejoint pas mal. Fait que c'était supposé de se faire l'année passée, puis on n'a pas eu de soumissionnaire. Okay. Fait qu'on est revenu avec les soumissions l'année passée pour être sûr cet automne, pour être sûr d'en avoir un. Fait que là, on en a un, mais ça peut aller au mois d'août, septembre avant qu'il puisse venir puis la faire. Mais au moins, on va l'avoir cette année. Là, au moins, c'est... Ensuite, on a la continuité d'améliorer nos parcs. Puis on a 4-5 parcs dans la municipalité. Fait qu'on on le touche un peu, on remet des modules, on réaménage un petit peu pour... fait que ça, on fait ça à toutes les années aussi. On va avoir une consultation publique concernant le presbytère parce que on a fait faire un carnet de santé, puis on va consulter la population à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le presbytère parce qu'il est dû à... pas mal beaucoup. Puis, fait que, à savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec, puis ça, il trouvait une utilité aussi parce qu'en ce moment, on a l'infirmière en milieu rural qui est là, plus la fabrique, conseil de la fabrique, mais on voudrait qu'il soit
tant qu'à le rénover, si on a à le rénover, puis l'argent à mettre dedans, mais qu'il y ait plus d'utilité que ça, parce que là, ils ne savent pas beaucoup, en fait. Puis ensuite, on a notre bibliothèque qui était très prisée par l'école élémentaire et tout ça, puis la population. C'est une bibliothèque qui nous appartient. On n'est pas régi par la bibliothèque de Trois-Rivières, je pense qu'ils appellent, là, en tout cas. On a notre propre bibliothèque, mais elle a besoin d'agrandissement pour se mettre au goût du jour avec l'Internet puis tout ça, sinon ils veulent venir faire des travaux. À savoir qu'est-ce qu'on va faire, parce que la bibliothèque, nous autres, l'Église nous appartient, puis on avait fait des esquisses pour savoir si on ne pourrait pas aller incorporer la bibliothèque là. OK. En même temps, en gardant le culte, tout le temps en gardant le culte, mais puis après ça, ici, bien, ça libérait un espace où on pourrait faire des bureaux sans être obligé de faire des gros travaux d'agrandissement. Fait qu'on va y aller au moindre coût. Okay. La réfection de la route 343, qui va se faire de la voie de contournement, à aller à la cabane à sucre chez Fernando Laporte, que ça fait des années qu'on demande au MTQ. Là, l'an passé, on a été répertorié dans tout le Québec, la 10e route la plus maganée par le CAA. La 343 à Saint-Lambert-de-Quidès, c'était bien spécifié. Fait que là, le MTQ nous a confirmé que les travaux se faisaient cette année. Merveilleux. Mais ça peut aller au mois d'août, encore là, mais au moins ça va se faire cette année. Exactement. Fait que ça, c'est une bonne affaire, ça, c'est le MTQ. Puis dernière chose, en finissant, c'est l'école, notre école primaire qui demande un agrandissement, parce qu'avec des développements qui se font, tout ça, il y a beaucoup de population, plus de jeunes familles, tout ça. Fait que là, on est dans le processus de la commission scolaire des Samars en 24-27, qui va avoir des travaux qui vont se faire à l'école pour un agrandissement, pour des ajouts de classe. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que la ville s'agrandit tranquillement. Merveilleux. Bien, Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. On va revenir vous voir l'année prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir. Les érablières bouillonnent déjà d'activité à la suite des coulées hâtives déclenchées par un redout survenu au début de février. Eh bien, selon une nouvelle étude menée par une équipe de l'Université Laval, remplacer une partie du sucre raffiné qui se retrouve dans notre alimentation quotidienne par du sirop d'érable pourrait atténuer certains effets négatifs d'une alimentation riche en graisse et en sucre. Des expériences menées sur des souris ont ainsi démontré que le sirop d'érable semble réduire la digestion du sucre raffiné, l'absorption intestinale du glucose et l'accumulation des gras dans le foie. Le sirop d'érable, même s'il contient du sucrose, lui aussi, possède certainement des molécules qui permettent de protéger contre les effets néfastes d'une surconsommation de sucre, a expliqué à la presse canadienne l'auteur de l'étude, le professeur André Marette de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Ceux qui veulent ou doivent surveiller les fluctuations de leur glycémie, comme les diabétiques, eh bien, pourraient donc envisager de substituer les sucres raffinés dans leur alimentation par du sirop d'érable, toujours selon le professeur Marette. Eh bien, l'hypothèse de remplacer une partie du sucrose de notre alimentation par du sirop d'érable a d'ailleurs été testée chez des humains, et les résultats, qui sont assez concluants, selon le chercheur, pourraient être dévoilés dès cette année. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales cette semaine. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Toujours en action, qui est parrainée par la FADOC de la région de la Naudière. Le sujet cette semaine, vivre en résidence, un choix ou une obligation? Un sujet super intéressant. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.